Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur un thème dont j'entends de plus en plus souvent parler, le fait de choisir de ne pas être parent. Ce choix est même revendiqué comme un mode de vie et ses acteurs s'appellent eux-mêmes les child free. On pourrait traduire cela par être libre d'enfants. Ce thème leur permet de se distinguer des childless, ceux qui sont sans enfants par contrainte et qu'ils considèrent comme potentiellement en manque d'enfants. Ils affirment ainsi réellement ne pas faire d'enfants par choix. Et comme nous allons le voir, les raisons évoquées pour justifier ce choix sont très diverses, mais entendent toujours répondre aux problèmes du monde moderne. Avant de commencer, je tiens à faire une précision importante. Le fait que ces personnes fassent individuellement le choix de ne pas avoir d'enfants ne me pose aucun souci. Bien au contraire, je trouve personnellement que c'est une bonne chose que des gens ne se mettent à réfléchir avant d'accueillir ou non des enfants dans leur vie, et qu'ils ne le fassent pas pour ceux qui ne le souhaitent pas. De façon générale, je trouve que c'est une très bonne chose de voir que des personnes vivent en accord avec leurs valeurs et principes. Mais nous nous intéressons ici à un mouvement organisé, public, et envisageons les conséquences collectives que peuvent avoir ces prises de position sur le groupe. On peut faire remonter la naissance du mouvement Child Free à l'année 1972 en Californie, à Palo Alto, avec la création de l'Organisation nationale des non-parents, qui entend montrer au grand public que le fait de ne pas avoir d'enfants est un choix de vie valide, créer un réseau d'entraide entre les personnes sans enfants par choix, et surtout appelle à promouvoir la prise de conscience du problème de la surpopulation. L'Organisation nationale des non-parents deviendra l'Alliance nationale du choix d'être parent. On reviendra sur cette évolution sémantique. D'autres organisations ont vu le jour par la suite, notamment au Canada, avec l'association No Kidding. Puis le mouvement a débarqué en Europe. En France, l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet a fait figure de pionnier en parlant de néo-malthusianisme modéré. Il constatait qu'un enfant européen a, je cite, un coût écologique comparable à 620 trajets Paris-New York. Il faudrait donc faire voter une directive baptisée grève du troisième ventre. C'est-à-dire que l'on inverserait l'échelle des prestations familiales à partir du troisième enfant. Autrement dit, on incite les familles à ne pas dépasser 2 enfants au risque de les taper au portefeuille. En 2009, la fête des non-parents est créée et a lieu en Belgique, puis en France, entre les fêtes des pères et des mères. Elle affiche un caractère humoristique et festif. Ses participants se sont vus remettre une médaille du mérite écologique, c'est-à-dire un préservatif suspendu à un ruban rouge, afin de les féliciter de ne pas donner le jour à un nouveau consommateur pollueur. Actuellement, 3 personnes se partagent le militantisme écolo-antinataliste en France. Il y a Corinne Mayer, qui est économiste, psychanalyste, essayiste, et qui a la triple nationalité belge, française et suisse, rien que ça. Elle est connue pour son livre No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, et qui a apparemment beaucoup fait rire ses 2 enfants. Et bien qu'il ait aussi 2 fils, l'astronome Jean-Loup Berthaud pense que démographie et environnement sont indissociablement liés. Le 3e défenseur du mouvement Child Free est le plus original. Théophile de Giraud est le co-créateur de la fête des non-parents. Ce philosophe est un militant antinataliste affiché. Il publie en 2006 l'essai « L'art de guillotiner les procréateurs, manifeste antinataliste », où il affirme « Si vous aimez les enfants, n'en faites jamais ». Théophile de Giraud est un écorché vif. Pour lui, la vie n'est que douleur, comme il le dit dans son livre, et il juge en conséquence la procréation comme un acte immoral. En 2012, il fonde le collectif des lutins obstinément dénatalistes et organise un happening devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Parmi les slogans, on peut entendre « Save the planet, make no baby » ou « J'aime trop mon enfant pour le faire » et « Les maternités sont une arme de pollution massive ». Les positions de Théophile de Giraud sont très intéressantes car elles font la synthèse entre les différents mouvements internes à l'appellation générique Child Free. On en distingue 4, les No Kid, les pro-choix, les Ginks. Les Child Free pro-choix sont issus du féminisme. Ils défendent le choix des femmes de devenir mères ou non. On retrouve souvent dans leurs propos l'idée que l'instinct maternel n'existerait pas. Les Ginks renoncent volontairement à la parentalité pour des raisons écologiques. Ils sont mus par une vision très pessimiste de l'avenir et de la vie de leurs potentiels enfants. Sur différents sites Ginks, on peut lire « Ne l'aimez pas au monde, c'est une poubelle » ou encore « Faites l'amour, mais pas de bébé, c'est mauvais pour la planète ». La dernière catégorie de Child Free ne se cache pas derrière l'argument écologiste pour faire du malthusianisme. En effet, les dénatalistes et antinatalistes prônent respectivement une diminution ou une extinction volontaire de l'humain par la non-procréation.
Il refuse de créer un être humain alors qu'il pourrait, je cite, servir de chair à canon ou devenir un esclave du capital. Ces militants les plus radicaux des Child Free défendent la création d'un permis de procréer. Et de toute façon, ils estiment que l'être humain devrait s'abstenir de procréer parce que cela serait moralement mauvais. Les mouvements antinatalistes précèdent même chronologiquement les Child Free. Par exemple, l'organisation Zero Population Growth a été créée en 1968 avec l'objectif de lutter contre la surpopulation qui menace la qualité de la vie des gens partout dans le monde. Toutes les raisons possibles et imaginables amenant au choix de ne pas faire d'enfants sont avancées. Ici, je me réfère simplement à la page Wikipédia sans enfants par choix, parce que j'imagine qu'elle est sûrement alimentée par des militants. J'ai raccourci, mais la liste reste assez longue, comme vous allez voir. Il serait donc insensé de faire des enfants, que ce soit du point de vue de la femme, qui pourrait subir l'accouchement, une répartition inégale des tâches, du point de vue du fœtus, qui pourrait être frappé d'une maladie héréditaire, ou mettre sa vie et celle de sa mère en danger à cause d'une croissance extra-utérine. Du point de vue de l'enfant, qui pourrait subir des mauvais traitements, du harcèlement scolaire, porter un passé familial difficile, être abandonné, etc., etc. Et même, écoutez bien cela, je cite, se voir imposer la vie et tout ce qu'elle représente, notamment sa finalité, la mort. Oui, effectivement, mettre un enfant au monde, c'est lui imposer aussi qu'un jour il va mourir. Pour l'instant. Du point de vue du couple, dont l'intimité et la qualité de la relation pourraient diminuer, et dont la séparation impliquerait de nombreuses complications, du point de vue de la société, sur laquelle l'enfant ferait peser une charge supplémentaire en termes de dépenses publiques, et la menace de devenir un individu préjudiciable à lui-même ou à autrui. Du point de vue de la planète, pour laquelle le fait de ne pas mettre au monde un enfant serait un service rendu. Du point de vue moral et philosophique, puisque faire un enfant est un acte jugé intrinsèquement égoïste et intéressé par les Child Free, il privilégie le fait de contribuer à l'humanité en travaillant, en se consacrant à un projet humanitaire, ou alors aussi en adoptant. Du point de vue intellectuel, car élever un enfant serait une entrave au développement intellectuel et culturel. Et enfin, d'un simple point de vue pratique, puisqu'être parent amènerait au sacrifice de sa vie privée, de son temps et de son espace personnel. Ils prennent quand même en compte des facteurs d'ordre socio-économique comme l'absence de moyens et de logements décents notamment. Et dans le réel, il semble que tous ces arguments servent aussi aux personnes ne voulant pas d'enfants à éviter les critiques de leurs proches, il faut le dire. Par exemple, une femme écrit sur son blog Green Girl, la fille verte quoi, je choquais les gens quand je disais que je ne voulais pas d'enfants parce que j'avais envie de m'épanouir dans mon métier. Mais dès que j'ai parlé de limiter la surconsommation et la surpopulation, ma cause est devenue noble aux yeux de tous. Et puis elle parle notamment de sa famille là, quand elle dit ça. Donc j'imagine bien la scène, le moment où tu te rends compte que ta grand-mère et tonton Albert opinent du chef au moment où tu parles de surpopulation et de surconsommation, et sans vraiment y comprendre quelque chose d'ailleurs, et arrête de te faire les mêmes remarques idiotes pour la millième fois, voilà, je pense que on peut la comprendre, on aurait sûrement fait pareil. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans ces sujets-là aussi. Le terme Child Free n'est certes pas connu du grand public, mais je pense quand même que ce mouvement et les idées latentes qu'il exprime ont beaucoup d'impact, et beaucoup plus qu'on ne le pense en tout cas. Une étude faite en 2020 sur un échantillon d'habitants du Michigan estime que 27% de la population américaine, et une grande proportion de jeunes, s'identifient en tant que child free. C'est une donnée majeure. On peut raisonnablement penser qu'une proportion plus importante de la population, en l'occurrence américaine, est influencée par ces idées antinatalistes, sans forcément s'identifier à ce mouvement. Il faut quand même relativiser cette étude, qui a été faite en 2020, entre les différents confinements enfermant parents et enfants. Les proches peuvent avoir été influencés par les témoignages d'expériences difficiles, et les données montrent que moins de personnes se revendiquaient child free l'année précédente. Je crois qu'on était aux alentours de 10-15%. Mais en prenant du recul, je pense que ce mouvement child free n'est que l'expression visible de phénomènes et conceptions démographiques plus latents. Nous pouvons constater que cette lame de fond est antérieure aux années 70, puisque des études ont montré une diminution des familles nombreuses dès la fin du 19e siècle en France, ainsi que l'augmentation des familles de 2 enfants à partir des années 20. L'âge des parents au premier enfant augmente et le nombre d'enfants par foyer baisse régulièrement. Le taux de fécondité est en baisse, et ce malgré la forte diminution de la mortalité infantile. Cela ne concerne pas seulement le contexte français, la démographie américaine est par exemple encore plus impactée. En 2019, on recense en France 1,86 enfants par femme, et aux USA, l'indice de fécondité est de 1,64.
Le nombre de naissances est un chiffre en fluctuation, il augmente parfois, cela peut être justement dû au fait que la population augmente d'ailleurs, mais le taux de naissance, c'est-à-dire le nombre de naissances d'une année ramené à sa population globale, est en constante baisse. Donc je pense que quelque part, l'organisation du mouvement Child Free, l'expression de cette étiquette et de ce choix de vie de vivre sans enfant par choix, n'est que l'expression d'une lame de fond qui remonte à déjà depuis la modernité, quoi. On peut dire quand même depuis une centaine d'années là. Et en fait, on est progressivement passé du choix de faire de ne plus faire 10 enfants mais d'en faire 5, après d'en faire 3 ou 2 parce que c'était déjà bien. Puis finalement, on va dire que maintenant on en est à 1, puis on choisit d'en faire 0, quoi. Peut-être un jour on arrivera à en faire -1, on ne sait pas. Alors la question peut paraître un peu provocatrice car les child free se plaignent que la parentalité soit vue comme une norme. Pourquoi pas dans l'absolu, même si cela reste assez étrange au vu de notre état de nature biologique, même si je dois être un peu archaïque. Je pense surtout qu'il ne faut pas confondre la norme et les questions de notre entourage, même aussi incessantes soient-elles. Souvent, ce sont des questions de boomers, je pense, qui peuvent nous les poser pour meubler une conversation. Donc il faut se faire une raison, c'est beaucoup demander à un boomer que d'arrêter de le faire, et sachez que ces mêmes remarques peuvent être encore plus malveillantes lorsque l'on est parent. Au-delà de l'entourage, il n'est pas réellement question de normes de parentalité, ni au niveau culturel, ni au niveau institutionnel. Au contraire, je pense qu'au vu des chiffres avancés précédemment, nous pouvons affirmer que le choix de vivre sans enfant fait partie de la nouvelle norme. Que pensent beaucoup d'entre nous en voyant une jeune fille de 17 ans enceinte? Que pensent beaucoup d'entre nous en voyant une famille de 10 enfants? Les mentalités ont vraiment beaucoup évolué à ce niveau-là. Et au niveau culturel, la tendance des personnalités semble plutôt au coming out child free. On peut citer de façon non exhaustive les personnalités américaines Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, DiCaprio, Cameron Diaz, Ellen DeGeneres, Dita Von Teese, Christopher Walken, Jennifer Lawrence, Kylie Minogue, Naomi Campbell, Renée Zellweger, etc., Miley Cyrus. D'autres personnalités comme Eva Longoria, Eva Mendes se revendiquaient child free, mais ont changé d'avis en changeant de partenaire. De nombreuses personnalités françaises ont aussi revendiqué le choix de ne pas faire d'enfants. On pense à Thomas Pesquet, qui est un petit peu occupé, Laure Calamy, Ariel Dombal, Béatrice Dalle, Yann Folly, Chimène Badi, Valérie Lemercier, Mylène Farmer par exemple. Donc le monde culturel français ne valorise pas la parentalité, ne participe pas à produire une norme à ce niveau-là, au contraire. Le nombre de films parodiant la parentalité ou en donnant une image très négative ne se compte plus. Il me semble que l'univers musical mainstream n'en donne pas non plus une très bonne image, mais je ne le connais pas suffisamment pour en parler, donc dites-moi en commentaire s'il y a des informations à ce niveau-là. On peut penser à Papa Outé, là, Stromae par exemple, et d'autres. Le monde littéraire semble aussi pencher pour les idées child free. Il est beaucoup plus facile de trouver des livres sur l'antinatalité que d'autres en faisant l'éloge, et la quantité de livres évoquant les moult raisons de ne pas avoir d'enfants est assez surprenante. Sur le plan institutionnel, la norme n'est pas de valoriser la parentalité. Même si le sujet reste assez épineux pour les institutions, on voit que Yves Cochet était quand même relativement isolé, enfin il n'a pas été suivi en tout cas, personne ne valorise réellement la parentalité depuis le gouvernement de Vichy, et beaucoup des gouvernants européens présents et passés n'ont pas d'enfants. Macron et Merkel par exemple, il y avait aussi Jean-Claude Juncker, etc., Theresa May, voilà. Les institutions européennes semblent au contraire intéressées par ces vues dénatalistes. Le rapport de l'UE No Kid, No Problem valorise amplement le choix de vivre sans enfants. On peut y lire que les Européens les plus éduqués, laïcs et ayant la valeur de l'autonomie sont plus enclins à approuver le choix de vivre sans enfants. On pourrait traduire par les Européens les plus formatés par des études longues, les plus matérialistes ou consuméristes, et les plus individualistes. Attention, j'insulte personne en disant ça, mais l'étude américaine citée précédemment fait le même constat, les sans enfants par choix sont plus individualistes que les parents. Et les parents sont aussi connus, dans cette étude ou ailleurs, pour être plus conservateurs, mais c'est normal, en devenant parent, on passe du jeu au nous, et on a besoin de se projeter, de voir plus loin que le bout de son nez, d'avoir des garanties pour l'avenir. Les allocations de naissance et d'adoption de la CAF sont aussi très évocatrices à ce sujet-là. La prime à la naissance est aujourd'hui de 950 € et double si on a des jumeaux, triple si on a des triplés, etc. La prime d'adoption est aujourd'hui de 1900 € et vous recevrez 16 800 € par enfant adopté supplémentaire.
Donc on est dans une situation où deux parents qui attendent des jumeaux sont aidés à hauteur de 1900 €, alors que des personnes adoptant deux enfants reçoivent la somme de 9700 €, donc quasiment 10 000 €. Donc l'adoption coûte cher, certes, mais on voit ici une nette volonté institutionnelle de la favoriser au détriment de la parentalité. Pour finir sur cette question de normes parentales, je voudrais dire qu'il serait temps que les militants de tous bords comprennent qu'on ne peut pas revendiquer la même chose durant 5 décennies ou plus et ne pas voir que notre discours crée une nouvelle norme. La question de fond est celle du mode de vie. Pourtant, les sans enfants par choix estiment qu'il est impossible de le renégocier. Pour Théophile de Giraud, par exemple, le problème n'est pas le mode de vie, mais le nombre de personnes qui pratiquent ce mode de vie. Et pour le philosophe, écorché vif, rappelons-le, l'homme a toujours été une espèce super prédatrice, et la seule solution est qu'elle s'arrête de se reproduire. Derrière le vernis de scientificité, on sort du débat rationnel. Voilà, l'homme a toujours été une espèce super prédatrice, point. On arrête de se reproduire. Donc on voit bien que c'est de l'ordre du bon sens de voir que ce n'est pas l'enfant qui est en cause, mais le mode de vie. Et le démographe Hervé Lebras avance: les pays développés se servent de l'argument démographique pour rejeter la responsabilité sur des pays peuplés et en croissance démographique comme la Chine ou l'Inde. Entretenir l'angoisse populationnelle est une façon de ne pas remettre en cause la structure de la consommation des pays les plus riches. L'argument écolo-malthusien masque la volonté de préserver un mode de vie individualiste et consumériste, sanctifiant l'argent et la liberté de jouir sans entrave, sauf pour ceux qui n'ont justement pas d'argent. Il n'est pas question pour les principaux acteurs du mouvement Child Free de renégocier en profondeur le mode de vie à l'occidental, mais de réduire drastiquement la population humaine, rejoignant ainsi l'agenda des élites mondialistes. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais les trajectoires politiques, techniques, sociales, sont le fait de choix humains. Ils ne sont pas des fatalités. Notre mode de vie industriel peut et doit être remis en cause. Donc la surpopulation est un sujet complexe, il mérite sûrement une vidéo à part entière et des recherches plus poussées. Mais là rapidement, je pense qu'il faut questionner les mythes de la révolution industrielle quand on aborde un tel sujet. Je crois que c'est l'imposition du mode de vie industriel qui est principalement responsable de l'augmentation exponentielle au niveau démographique. C'est le règne de la quantité moderne, comme l'écrivait René Guénon. Depuis la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, tous les pays ayant adopté le mode de vie industriel ont vu leur population exploser. La population mondiale est estimée à moins d'1 milliard fin XVIIIe, elle a atteint 2,3 milliards à la veille de la Première Guerre mondiale, et depuis les années 50, la croissance démographique est vraiment spectaculaire. Cette explosion a été permise aussi par la révolution verte, c'est-à-dire l'industrialisation, l'intensification au niveau des méthodes agricoles. Et je pense que le mensonge de cette dernière est d'ailleurs de faire croire qu'elle entend répondre à l'augmentation de la population, alors qu'en fait elle permet surtout, comme l'industrialisme du 19e, à quelques personnes de générer beaucoup d'argent et au détriment des autres. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est que la surpopulation découle des mêmes avancées techniques, en médecine notamment, qui permettent aujourd'hui aux personnes ne souhaitant définitivement pas avoir d'enfants de faire ce choix concrètement en se faisant stériliser. Le prométhéisme techno-scientifique prétend donc encore une fois apporter des réponses aux problèmes qu'il a générés. Cela montre aussi que la technique n'est pas neutre. Déjà, la technique crée une angoisse sur l'avenir à cause des problèmes écologiques, sociopolitiques qu'elle a rendus possibles, ou même dont elle est à la source, et elle permet à présent de choisir de ne pas procréer pour éviter à une descendance de faire face à cette même angoisse. Donc c'est une boucle vicieuse qui est inhérente à notre mode de vie moderne. Soyons honnêtes, beaucoup de questionnements sur la parentalité soulevés par le mouvement Child Free sont tout à fait valables, mais le mouvement Child Free ne se contente pas de prôner un choix alternatif, mais redéfinit la parentalité elle-même comme une option facultative, comme nous l'avons vu avec l'évolution sémantique de l'Organisation nationale des non-parents à l'Alliance nationale du choix d'être parent. Il est désormais question de redéfinir la parentalité et non de revendiquer un mode de vie alternatif. Donc j'y vois directement une évolution,
entre la défense de ce choix individuel à un militantisme organisé qui se fait auprès du grand public. J'ai pu aussi lire des témoignages de l'agressivité envers la parentalité qui sévit dans les groupes child free. Certains choisissent de ne pas fréquenter d'organisation justement à cause de la haine des parents qui y sévit. En fait, le mouvement child free est une attaque frontale de la parentalité, de l'innocence de l'enfant à naître aussi, au niveau des idées, on va dire au niveau philosophique. Les parents, non contents de voir leur mission devenir facultative, les parents doivent aussi avaler l'idée qu'ils seraient des égoïstes, inconscients, ayant donné naissance à des pollueurs sans aucune perspective d'avenir. Et l'enfant, traditionnellement vu comme l'avenir de la société, se voit à présent traité de charge pour la collectivité. C'est même un futur problème à gérer. Et c'est, quoi qu'il en soit, un pollueur. L'expression « libre d'enfant » le décrit d'une certaine façon comme une prison. L'impact général de ces facteurs sur le quotidien des parents est assez mesurable à la croissance des témoignages du regret d'être parent. Certains s'en réjouissent en affirmant qu'il faut lever cet énième tabou, qu'il est normal que certains parents regrettent d'être parents et de l'être, et ont le droit de l'exprimer publiquement. Bon, je pense que c'est plus compliqué que ça, et être parent comporte inévitablement des épreuves, et ne pas accompagner ces difficultés, rajouter des obstacles idéologiques, va forcément amener justement l'augmentation de ces témoignages de regret. Donc faut voir déjà les choses dans le bon ordre, et en fait il faut questionner aussi nos structures familiales héritées du modèle bourgeois. Normalement, des enfants s'élèvent en communauté, quoi, avec toute la famille clanique, etc., et même en dehors du clan, enfin voilà, c'est communautaire, hein, même le voisin participe à l'éducation des enfants, enfin voilà, il s'agit pas d'être deux comme ça, je pense que l'erreur fondamentale qui est source de beaucoup de problèmes dans le quotidien des familles vient aussi de ça. Au passage, la féministe cliché croit que le méchant macho patriarche veut à tout prix l'engrosser pour asseoir son besoin de domination archaïque. En réalité, la majorité des hommes s'accommodent très bien du fait qu'une femme se donne à eux sans leur demander d'assumer leurs responsabilités derrière. Là, je note que les témoignages de Child Free montrent que les hommes sont souvent leurs amis dans cette démarche et que la plupart des remarques viennent des femmes. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Au lieu de défendre l'idée, somme toute assez ubuesque, d'une extinction volontaire de l'espèce humaine, pouvons-nous plutôt réfléchir à la construction d'un avenir pérenne, stable, pour les parents ou les non-parents. Je dois le concéder quand même aux militants sans enfants par choix. Le jour où l'espèce humaine souhaitera dans son ensemble s'éteindre, elle le méritera en effet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pouce bleu, abonnement. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas le cas, abonne-toi. Tu es allé jusqu'au bout de la vidéo, c'est super. Et le but de ma chaîne est de lancer des réflexions, des discussions qui me paraissent intéressantes. Et si tu n'es pas d'accord avec mon développement, tu es tout de même le bienvenu. Il y a un lien assez fort avec mon autre vidéo sur le matriarcat, puisque je pense qu'il nous faut avant tout réfléchir à nos structures socio-politiques, ou simplement humaines, et remettre une vision transcendantale dans tout cela. La musique que vous avez entendue tout au long de la vidéo est Nos Futurs du Club des Losers. Je vous conseille de l'écouter. Petite musique de fin avec la chanson traditionnelle Mes Aïeux du groupe Dégénération. Ça me paraît très à propos. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
pas vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.